Au matin du 13 novembre 1980, une scène d'horreur secoue la tranquillité de Saint-Joseph, dans le Missouri. Patricia Jeschke, une jeune bibliothécaire, a été assassinée chez elle. Son corps gît dans une mare de sang, laissant les enquêteurs face à un mystère glaçant. Qui aurait pu en vouloir à cette jeune femme sans histoire ? En manque de pistes, les détectives finissent par suspecter Sandra Amy, une jeune femme de 20 ans internée dans l'hôpital psychiatrique de la ville. Quelques jours plus tard, elle plaide coupable, le verdict tombe, ce sera la prison à perpétuité. Mais malgré l'aveu de la désignée coupable, cette affaire cache des zones d'ombre. Quels secrets vont ressurgir des décennies plus tard ? Comment des preuves ignorées vont-elles changer le destin de Sandra ? Et si elle n'est pas coupable, qui avait intérêt à ce qu'elle prenne le blâme ? Bienvenue dans Erreur à la barre, une série énergie qui revient sur les plus grandes erreurs judiciaires. Je suis Fanny Sauveplan. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Sandra Amy, la femme la plus longtemps emprisonnée à tort des États-Unis. Pour cet épisode, j'ai rencontré la journaliste américaine Anne Roderick-Jones, animatrice du podcast Ozarks True Crime, qui a consacré une saison entière à cette affaire. « 13 novembre 1980, le jour se lève sur Saint-Joseph, une ville tranquille de 80 000 habitants, dans l'État du Missouri, à 1h30 de Kansas City. Il y a beaucoup de petites villes autour, avec des usines de fabrication. Anne Roderick-Jones, journaliste américaine. C'est probablement une ville typique du Midwest, je dirais. Il y a un petit centre-ville avec des commerces. Dans les années 80, c'était probablement un peu différent d'aujourd'hui. Mais comme partout, n'est-ce pas ? Ce matin-là, le téléphone sonne chez Helen McLaughlin. Sa fille, Patricia Jeschke, ne s'est pas présentée à son travail de secrétaire à la bibliothèque. Patricia a 31 ans, c'est une jeune femme sérieuse et discrète, et ses collègues le savent bien. Ses amis et sa famille la décrivaient comme... Les mots souvent utilisés étaient responsable et prudente. Elle était croyante, elle suivait des cours de religion. Elle menait une vie assez tranquille, je dirais. Elle avait des amis et de la famille autour d'elle, mais elle vivait seule, avec une vie assez calme, et disons, plutôt conservatrice. Cette absence, ça ne lui ressemble pas du tout. Inquiète, sa mère se rend chez elle. Elle va y découvrir le pire des scénarios. Dans la chambre, Patricia gît sur le sol, nue, dans une mare de sang. Ses mains sont attachées derrière son dos avec un cordon de télévision. Sur sa tête, un coussin, et noué autour de son cou, ce qui ressemble à un collant. Chaque détail témoigne de l'horreur de ces derniers instants. Hélène contacte immédiatement la police. Le rapport d'autopsie est sans appel. Patricia a été étranglée. Mais il y a un détail déroutant. Aucune effraction. L'assassin a pénétré chez elle sans difficulté. Pourquoi Patricia Jeschke, cette jeune femme sans histoire, a été la cible d'une telle brutalité ? Connaissait-elle son bourreau ? L'affaire fait rapidement la une des journaux. La presse locale relate chaque détail sordide de la scène de crime, sans oublier de partager les photos macabres de l'appartement. La police de Saint-Joseph s'empare de l'enquête. Les voisins n'ont rien remarqué d'anormal le soir du crime. Un seul détail, un véhicule de style pick-up blanc garé à proximité de chez la victime. Ce soir-là, Patricia quitte son travail vers 17h. Elle fait un détour par une pharmacie, puis rentre chez elle. La suite n'est faite que d'interrogations. Les jours passent, mais les pistes des enquêteurs qui s'acharnent sur le dossier s'effritent. Près de 100 possibilités sont examinées, aucun suspect ne se dessine. 2 semaines après le meurtre, le 28 novembre 1980, le détective Stephen Feston se rend à l'hôpital psychiatrique de Saint-Joseph. 3 jours plus tôt, une de leurs patientes a été arrêtée par la police de la ville après s'être introduite chez une ancienne infirmière, couteau à la main. Feston veut comprendre.
Cette patiente, elle s'appelle Sandra Amy. Elle se faisait appeler Sandy. Elle avait 20 ans à l'époque et elle avait passé la majeure partie de sa vie, depuis l'âge de 12 ans au moins, à faire des allers-retours en établissement psychiatrique. Sandra a un lourd passé. Elle souffre de déréalisation, une sensation de détachement de son propre corps, de toxicomanie et d'hallucinations auditives. Elle entend des voix. Son dossier psychiatrique révèle des tendances dépressives, des pensées désorganisées et une déconnexion à la réalité. Elle était en soins psychiatriques au moment du meurtre. C'est donc assez déroutant de comprendre comment cela a conduit la police à s'intéresser à elle. Et à ce moment-là, cela faisait environ 2 semaines qu'ils n'arrivaient pas à identifier de suspect crédible. Ils ont donc interrogé Sandra Amy. Il n'était pas inhabituel pour le département de police de Saint-Joseph, à l'époque, de se tourner vers des établissements psychiatriques dans le cadre d'enquêtes. Peut-être qu'ils pensaient que certaines personnes dans ces établissements pouvaient avoir des tendances violentes. Lorsque Steven Freston pousse la porte de la chambre d'hôpital, il découvre une jeune femme mince, au teint pâle et aux lunettes épaisses. Elle est attachée à son lit et souffre de tremblements. Le détective lui tend une photo, celle de Patricia Jeschke. La connaît-elle ? Sandra est vague. Peut-être qu'elle a déjà croisé cette femme. Peut-être même qu'elle est montée dans sa voiture le 12 novembre dernier. Elles auraient pu consommer de la drogue ensemble ce jour-là. Sandra Amy perd le fil de ses souvenirs. Mais ses premiers mots éveillent l'instinct du détective Freston. Il insiste. Elle évoque vaguement une petite voiture marron, Patricia au volant, un homme à l'arrière. Il l'aurait prise en stop. Des détails flous qui se dissipent presque aussitôt dans sa mémoire. Freston est intrigué par ses confessions décousues. Il décide donc de revenir la voir 3 jours plus tard, le 1er novembre. Entre-temps, les souvenirs de Sandra Amy ont évolué. Elle a quitté l'hôpital à 13h le jour du meurtre. Elle était, d'après ses termes, assez défoncée. Mais cette fois-ci, elle affirme avoir été prise en stop par un homme, au volant d'une voiture bleu clair. Un certain Joe, barbu, âgé d'environ 28 ans, et il y avait une femme avec lui. Ils l'ont déposée à Dearborn, puis elle est allée jusqu'à Concordia. Lors d'un de ces interrogatoires en particulier, elle était tellement sous traitement, au point, selon des documents judiciaires, de ne pas pouvoir vraiment relever la tête à certains moments. Les médicaments qu'elle prenait étaient incroyablement puissants. C'est donc pendant l'une de ces périodes que la police l'a interrogée. En effet, depuis son arrestation chez l'infirmière 3 jours avant la première visite du détective Freston, l'hôpital psychiatrique administre à Sandra Amy un puissant sédatif et des injections d'antipsychotiques. Elle subit des effets secondaires très forts, elle a du mal à parler, elle a des douleurs, elle somnole. Malgré l'avertissement de l'hôpital sur sa fragilité, l'inspecteur Freston persiste. Pour lui, Sandra est une piste prioritaire. Dans son dossier, il note « Mademoiselle Amy ne semble pas totalement consciente de ce qui se passe. Comme précédemment, ses références temporelles et les lieux semblent incohérents. Des entretiens supplémentaires seront nécessaires. » Je crois qu'ils l'ont interrogée 8 fois en tout. Dans les documents judiciaires, il était constamment mentionné que ses déclarations étaient incohérentes, donc elles changeaient tout le temps. Au fil des interrogatoires, Sandra commence à donner des détails plus précis. Elle se souvient que la femme dans la voiture, la même que sur la photo du premier jour, se serait présentée sous le nom de Pat. L'homme à ses côtés serait un certain Joe Wapski. Il se serait arrêté à une pharmacie avant de se rendre chez Patricia. Sandra raconte avoir attendu dans la voiture pendant que Joe et elle entraient dans la maison. Quand Joe serait ressorti, elle explique qu'il avait du sang sur sa chemise et sur ses mains. Il aurait proclamé « J'ai tué cette putain de salope ».
Pour les enquêteurs, les choses se débloquent enfin. Des détails, des noms, mais des incohérences persistent. Sandra décrit Patricia avec une veste bleu clair, alors qu'elle portait un costume gris. La pharmacie mentionnée n'est pas la bonne, et la couleur de la voiture change encore. D'après les dossiers judiciaires, quelques jours plus tard, Sandra guide les policiers jusqu'au domicile de Patricia Jeschke. Les interrogatoires s'enchaînent et Sandra finit par tout confesser. J'ai vu Łapski agresser sexuellement et poignarder Patricia sur le lit. Il l'a entraînée par terre et lui a attaché les poignets. Il l'a étranglée avec un collant, mais je n'ai rien pu faire. Mais la vérité est-elle aussi simple qu'elle n'y paraît ? Qui est Joe Łapski ? Et quel lien a-t-il avec cette tragédie ? Le 5 décembre 1980, une semaine seulement après son premier interrogatoire, Sandra Amy est arrêtée pour dissimulation de meurtre. Joe Łapski, lui, est appréhendé à Topeka, une ville voisine. Il est accusé de meurtre. Joe Łapski est bien connu des services de police. Il a 44 ans et il travaille dans un restaurant. Il a déjà été condamné et emprisonné pour des agressions, des fraudes et quelques délits. Seulement voilà, il a un alibi. Le soir du meurtre, il se trouvait dans un centre de désintoxication. Ils ont découvert qu'il avait un alibi à ce moment-là. Il semble clair que la police prenait au sérieux les histoires de Sandra. Et même si elles étaient incohérentes, la police continuait d'avancer en fonction de ses déclarations. Ils ont découvert que ce n'était pas vrai et qu'il n'était même pas certain que lui et Sandra se connaissaient. L'enquête, pourtant prometteuse, se heurte à des murs de confusion. Les accusations contre Łapski sont finalement abandonnées et sans surprise, tous les regards se braquent de nouveau vers Sandra Amy. Lors d'un énième interrogatoire, elle lâche « Je ne sais pas si j'ai tué Patricia, j'ai l'impression que je vais devenir folle ». Quelques interrogatoires plus tard, elle a fini par déclarer qu'elle l'avait tué. Et donc, elle a été arrêtée. Le 10 décembre 1980, Sandra déclare « Je connais Patricia de la bibliothèque. Elle m'a récupérée dans sa voiture marron et on est allé chez elle. Une fois à l'intérieur, j'ai coupé un câble de télévision pour la ligoter. Je l'ai poignardée et j'ai utilisé des collants pour l'étrangler. » Sandra donne des détails sur l'appartement de Patricia. La disposition des pièces, le motif fleuri sur la couverture de lit, des détails troublants, de quoi considérer la jeune femme comme officiellement coupable, car trop précis pour être inventé. Par la suite, il est apparu que des images de la scène de crime avaient été publiées dans les médias, je pense dans un journal, montrant à quoi ressemble la maison de Patricia et la scène de meurtre. Ce qui est quelque chose d'inhabituel, parce que cela peut vraiment fausser la perception des personnes impliquées dans l'enquête. À ce stade, Sandra a pu décrire l'apparence de la scène de crime, soit sous pression des enquêteurs, soit en ayant vu les journaux qui la décrivaient. Mais aucune preuve physique et tangible ne vient corroborer ses aveux. Et l'arme du crime reste introuvable. Le 10 avril 1981, le procès préliminaire de Sandra Amy s'ouvre au tribunal de la ville de Saint-Joseph. Elle est accusée du meurtre de Patricia Jeschke. L'avocat commis d'office de Sandra, maître Sullivan, négocie avec le procureur Mike Insko, chargé de l'accusation. L'accord est clair, si Sandra plaide coupable, il ne demandera pas la peine de mort. Je sais qu'à ce moment-là, elle risquait la prison à vie si elle était condamnée pour ce meurtre. Donc si elle plaidait coupable, on lui a dit qu'elle ne prendrait que 13 ans. Depuis le box des accusés, Sandra Amy s'exécute. Eh bien, j'ai tué Pat, vous savez. Je l'ai étranglée et je l'ai frappée plusieurs fois à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais les explications restent vagues et confuses. Le juge attend des réponses concrètes, des précisions. Comment ? Pourquoi ? Sandra murmure « Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je n'ai vraiment su que je l'avais fait que 3 jours plus tard, quand c'est sorti dans le journal. »
Le juge pensait qu'elle n'était pas en état de subir un procès, de répondre à ses questions. Il allait annuler le plaidoyer de culpabilité, puis lui a donné une pause de 20 minutes pour voir si elle pouvait, je crois, retrouver ses esprits ou quelque chose comme ça. Personne ne peut être sûr de ce qui s'est passé exactement pendant ces 20 minutes, de ce que son avocat lui a dit, ou de ce que quelqu'un lui a dit. Mais elle est revenue en disant qu'elle avait récupéré ses esprits, et ils l'ont cru sur parole. Cette fois, elle semble plus assurée. Elle ajoute des détails et donne enfin un mobile. Patricia avait une dette de drogue envers elle, elles se sont disputées et ça a mal tourné. Mais d'après toutes les personnes qui connaissaient Patricia, et selon son mode de vie, les drogues ne faisaient certainement pas partie de cela. Et puis lors de l'audience probatoire, sa meilleure amie a témoigné, disant qu'elle connaissait Patricia depuis longtemps. C'était sa meilleure amie, quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. Elle a dit à la barre qu'elle n'avait jamais connu Patricia comme quelqu'un qui touchait à la drogue. Et en plus de ça, elle ne connaissait pas Sandy. À sa connaissance, Patricia n'avait pas d'amis plus jeunes. Or, Sandy avait 11 ans de moins. Son plaidoyer de culpabilité est accepté. À tout juste 21 ans, Sandra Amy est condamnée non pas à 13 ans de prison ferme, mais à la perpétuité. Elle est incarcérée dans la ferme pénitentiaire de Rennes, à 350 km de Saint-Joseph. Seule et loin de ses proches, elle trouve un échappatoire en écrivant. Le jour de Noël, elle envoie une lettre à sa mère. Je suis innocente. Je n'ai pas tué cette dame. Mais cette déclaration d'innocence peut-elle suffire après sa confession en salle d'audience ? Que s'est-il passé pendant ces 20 minutes ? Sandra Amy est-elle victime d'un système judiciaire trop pressé de conclure ? Un an plus tard, son nouvel avocat Larry Harman demande l'annulation du plaidoyer de culpabilité de Sandra Amy. Harman s'attaque directement à l'incompétence de son prédécesseur, Maître Sullivan. Il n'a même pas enquêté sur l'instabilité mentale de Sandra alors qu'elle était internée en hôpital psychiatrique au moment des interrogatoires. Sandra affirme avoir renoncé à ses droits sans en comprendre les conséquences. Pire encore, elle accuse le procureur et son avocat de lui avoir dicté quoi dire pendant la suspension de séance. D'abord rejetée, la requête finit par être acceptée par la Cour d'appel en 1984. La condamnation de Sandra est annulée. Pour la première fois, un véritable espoir s'ouvre. Sandra aura-t-elle droit à un nouveau procès ? La justice parviendra-t-elle enfin à éclaircir les zones d'ombre qui entourent ce meurtre ? Le 4 juin 1985, le procès en appel de Sandra Amy s'ouvre. Son nouvel avocat, Robert Duncan, encore un autre, est prêt à présenter des éléments cruciaux. Au lendemain du meurtre, quelqu'un a tenté d'utiliser la carte bleue de Patricia Jeschke dans un magasin de Kansas City. Un homme dont les caractéristiques physiques pourraient correspondre à un cheveu trouvé dans le lit de la victime. Et cet homme, ce n'est autre qu'un ancien agent de la police de Saint-Joseph. Vous venez d'écouter la première partie de ce deuxième épisode de Erreur à la barre, un podcast original Énergie sur les plus grandes erreurs judiciaires, produit avec Louis Créative. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai préparé cet épisode. Martin Venturini l'a réalisé et mixé. Le podcast est disponible sur l'application et le site Énergie, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et ne rien manquer des affaires suivantes.